Ce podcast est une diffusion du Cannes Football Club, l'alternative foot. Allez au cannesfootballclub.com. Bienvenue à la source numéro 1 d'informations sur le Barça en français, le Blaugrana Podcast. Suivez-nous sur la chaîne SoundCloud du Cannes Football Club et interagissez avec nous sur Twitter dans le compte @BlaugranaPod. En provenance de Montréal, mesdames et messieurs, vos animateurs Michael Miller et Alec Avendano. Bonjour et bienvenue à cet épisode du Blaugrana Podcast. Ici avec vous, comme à l'habitude, Michael, et avec moi, Alec. Bonsoir, Alec. Bonsoir, Michael. Comment ça va? Ça va bien, toi? En pleine forme, comme Messi aujourd'hui. Avant de parler de ça, je voudrais passer un petit bonjour au légendaire capitaine de l'Impact de Montréal, Patrice Bernier, et avec un gros merci pour nous avoir reçus la semaine dernière dans un événement 5-7. Et je voulais passer le bonjour aussi à Nilton, Sofiane et Sid du Cannes Football Club. Et en même temps, j'aimerais en profiter pour vous recommander d'écouter le fameux podcast Couscous Piri-Piri si vous voulez vous tenir à jour avec toute l'actualité concernant l'Impact de Montréal. Absolument. C'est vrai que c'est un super bon podcast. Ça parle un petit peu trop de taille d'air pour aucune raison, mais c'est pas grave. Attention, Sofiane prend des notes. Alright, donc aujourd'hui c'était finalement le début de la Champions League. Absolument. Ça faisait trop longtemps. Dès que tu entends la musique, là, ça le faisait. Et on a commencé quand même sur une note remarquable. Tu dis qu'on fait une entrée remarquée, mais honnêtement, je n'ai pas trouvé que c'était un bon match du Barça du tout. Avant le but de Messi, le PSV avait beaucoup de semi-occasions, comme la Real Sociedad, comme toutes les équipes contre qui on a joué cette année. Et Messi marque un but sur coup franc. Donc, c'est rien de construit, rien de collectivement rassurant. Oui, le Messi met 3 buts, mais c'est un peu l'arbre qui va cacher la forêt de la prestation de l'équipe. Contre un PSV qui a été bon, mais qui a abandonné dès le premier but, en fait. Ils se sont dit, bon, Messi est chaud, alors on peut plus rien faire. Et c'est dommage, parce que je pense qu'ils avaient quelque chose à faire. Mais pour moi, le Barça, un gros Ousmane Dembélé d'ailleurs aussi, je tiens à le mentionner, là, son but est magnifique. Mais je suis pas forcément satisfait, moi, de ce premier match-là. Plutôt que dans le fond que la forme, là, je veux dire 4-0, c'est plié, on n'a rien à dire, mais j'ai pas super aimé honnêtement la prestation de l'équipe. Qu'est-ce qui a manqué dans ce match? Les mêmes choses qui ont manqué dans tous les autres matchs, des performances, je pense, plus collectives en fait. J'ai l'impression que des joueurs sont encore en train de chercher un style de jeu, ça joue mal, on dirait que des fois l'équipe elle est coupée en deux, le milieu revient pas. Ça fait des erreurs que normalement on fait jamais. On dépend encore une fois beaucoup trop de Messi. Défensivement, c'est très 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 soft, si je peux dire ça comme ça. Umtiti il prend rouge d'ailleurs parce qu'il doit tout rattraper à la dernière minute. Piqué doit prendre plus de place. Alba, c'est très inexistant des fois. Là, ça laisse beaucoup Umtiti tout seul. Rakitic, Busquets, Coutinho, des fois ça revient pas. J'ai l'impression que ça prend en fait d'être solidaire en équipe en fait, d'être plus conscient de l'esprit collectif que le Barça doit avoir pour dominer ses matchs comme il le faisait avant. Es-tu rassuré sur une note plus positive par rapport à la performance de Luis Suarez aujourd'hui? Non, pas forcément. Il fait une belle passe sur Messi en tout cas. Mais tu sais, il pèse pas beaucoup, il aide pas quand on a la balle. Puis tu sais, le 9 au Barça, son rôle, je pense, premier, c'est d'aider à la possession de balle, de faire des combinaisons avec Messi, avec des Dembélé, avec des Coutinho. On a beaucoup de joueurs axiaux qui ont besoin de Suarez comme appui et ils donnent pas cet appui-là.
Il a fait 2-3 passes décisives, mais c'est des passes où il décroche, il se tourne et fait une passe, mais dans des déviations, des petites 1-2 dans les petits espaces, comme Samuel Eto'o savait vraiment bien le faire, par exemple, ou David Villa. Il est beaucoup de déchets, en fait. Donc, Messi peut pas trop combiner avec lui, et si Messi peut pas combiner en rentrant dans l'axe, ça enlève une grosse arme là, de son côté. D'accord. Et bon, tu parles d'Umtiti, le rouge inutile, mais il nous sauve quand même en tout début de match. Ouais, absolument. Hein. Il fait un bon début de match, mais c'est plus son rouge quand c'est déjà 3-0. Quand oui, c'était Chucky Lozano qui le déjoue. Mais déjà, Chucky Lozano, par exemple, mettons s'il le déjoue, il va en échapper. Il y avait quand même Alba qui revenait. Au pire des cas, là, il marque un but. C'est 3-1. Pourquoi tu prends rouge là? C'est quand le prochain match? C'est Tottenham ou c'est Inter? C'est quand même important. Là. C'est contre Tottenham. Umtiti est pas là. Ça fait mal. Là. Oui, l'anglais est bon, mais il joue pas. Fait que là, il va devoir jouer avant Tottenham pour qu'il trouve des repères avec Piqué. Donc, tu sais, je pense c'était inutile, en fait. Pour moi, c'était pas nécessaire du tout. Si ça peut avoir comme impact qu'on va finalement voir l'anglais jouer, c'est peut-être un mal pour un bien. Ouais, ben c'est sûr, ce serait peut-être un autre débat, mais moi, honnêtement, j'aurais peut-être préféré voir l'anglais Umtiti, tu sais. Ouais. Là, si l'anglais joue bien, tu connais Valverde, là, il va plus jamais le sortir de l'anglais Piqué. Ça va être l'anglais Piqué ou Umtiti Piqué, rien d'autre. Fait que tu sais, c'est un peu dommage, mais en même temps, il va être à l'aise dans son côté gauche là, de la défense. Donc oui, c'est peut-être un bien pour l'anglais, mais Umtiti était bon. Donc tu sais, si Suarez prend un rouge, ça donne la chance de voir Mounir. Là, tu vois, j'aurais peut-être mieux aimé ça. Mais Umtiti est très bon. Tu sais, il n'y a pas besoin de faire ça. Là. Ouais. Donc, je vais te laisser aller avec les top flops moments marquants. Ouais, ben mon top, c'est ça, dire, faut mentionner Messi. Là. Il a mis 3 buts, des super beaux buts, tu sais, un coup franc exceptionnel qui sort l'équipe de l'eau. Un but du pied droit, il s'améliore beaucoup du pied droit. Puis son deuxième but, ça a l'air tellement simple, mais c'est tellement difficile ce qu'il a fait. Là. Il a genre pris une balle, je sais même pas s'il a fait un rebond, même au super ralenti, je sais pas s'il a fait un rebond tellement qu'il la prend vite dès qu'il frôle le sol. Donc bon, Messi a fait un match. C'était le but sur la passe de Rakitic que tu parles? C'est le deuxième but, ouais. Je pense que c'est sur la passe de Rakitic, effectivement. Ouais. Sinon, je veux quand même mentionner Dembélé. Son but, encore une fois, je pense qu'il y a 6 buts en 6 matchs. Ce qui est exceptionnel comme statistique. Là. Il y a déjà plus de buts cette saison que son total de l'année passée au complet. C'est complètement fou. Puis il est décisif, il fait gagner l'équipe. Donc il a fait taire tous les bouches. Là. Sa célébration, c'est correct. Il peut la faire à chaque but. Il a raison. Là. S'il marque à chaque match, vas-y mon gars. Mais mon top, c'est encore une fois Ter Stegen dans les 30 premières minutes. Le PSV a eu quand même beaucoup d'occasions et encore une fois été solide. Je pense qu'on en parle de plus en plus. Il est de plus en plus dans la discussion de meilleur gardien au monde, puis je pense qu'il le mérite. Ça fait déjà un an et demi, selon moi, qu'il devrait être dans la conversation. Et là, il est en train d'aller s'asseoir sur le trône. Là. Fifth Pro World 11? C'est dur à dire. Là. Je pense qu'ils vont le donner aux gagnants de la Ligue des Champions. Là. Encore. Mais après, ça, pour moi, c'est des récompenses comme ça c'est peu pertinent de mon côté. Là. J'aime mieux avoir ce Ter Stegen-là puis qui gagne aucune récompense. Là. Je m'en fous. Là. Même lui, honnêtement, je pense pas que ça dérange autant. Je vais t'emmener plus loin. Je pense même pas que ça ait dérangé de pas jouer en Coupe du Monde. Ça, je sais pas, honnêtement. Mais après, je pense que la prochaine, il sait que c'est pour lui. Hein. La prochaine, il sait que c'est pour lui. L'Euro, il sait que c'est pour lui. Ouais, d'ailleurs, il y a 30 ans 29, 30, 31 Il est rendu là. Il est rendu là. Puis, tu sais, je veux dire. Mais après, s'il fait encore des performances comme ça, tu peux pas le mettre. Neuer, t'as une autre blessure dans les 2 prochaines années, puis on parle plus jamais de lui pour l'Euro. Là. Déjà qu'il soit allé à la Coupe du Monde, j'ai trouvé ça un peu idiot, dans le sens qu'il avait joué aucun match dans l'année. Neuer, c'est Neuer, là, j'ai rien contre lui, mais et c'est pas lui qui a fait perdre l'Allemagne non plus. Donc. Il y a quelques buts, je pense que. Mais bref, un autre débat. Mon flop, on l'a mentionné, quand tu gagnes 4-0, c'est dur à dire. Mais Umtiti, juste pour son rouge, là, il va manquer un match très important. En plus, j'ai vu Tottenham Inter, ça prend des défenses, ça prend la relance de derrière de qualité. Et je pense que elle de Umtiti est supérieure à elle de l'anglais.
Et moi, mon moment marquant, ben, c'est le premier but de Messi sur coup franc. J'ai trouvé magnifique, mais magnifique. Et on dirait on dirait qu'il les tire au ralenti, mais personne ne peut les avoir. Là. On dirait qu'il y a un changement de vitesse dans son ballon. Je sais pas ce qu'il y a, mais ça. Ici, ils sont lents, tu sais, mais ça va tranquillement se loger dans un endroit où je pense que personne ne peut aller le chercher. Parlant de ça, il y a un moment que j'ai trouvé un peu cocasse, disons, pendant le match. À un moment donné, Suarez fait un lob et ça passe tout juste en haut du gant du gardien et et ça va frapper la barre transversale. Si ça avait été un but, là, Ouais, c'était très bon. ça aurait été le moment du match. Mais il n'a pas marqué. Mais, en revanche, si le ballon avait été un peu plus bas, le gardien aurait pu le toucher. Ouais. Il rentrait pas. Ouais, mais c'était bien essayé. C'était bien essayé. Ouais. Mais il l'a pas marqué. Alright, donc un petit dernier point avant d'aller rejoindre notre ami Sergio. Ouais, ben il y avait une petite info qui était confirmée. Honnêtement, j'y croyais pas, même quand nous on nous parlait, je croyais pas. C'est qu'en fait, Chucky Lozano, l'international mexicain, aurait eu des contacts avec le Barça. Finalement, Chucky l'a confirmé. Il dit oui, mon agent m'a dit qu'il y a eu des contacts avec le Barça, qu'il rêverait un jour de porter la tunique bleugrana. Effectivement, moi de mon côté, ça sera le fun d'avoir un autre Mexicain au Barça depuis Rafa Marquez, qui était probablement le premier, si je me trompe pas. Ça m'achète son chandail direct, c'est sûr. Je pense pas qu'il est rendu là. Je pense pas qu'il va un jour être titulaire dans un club comme le Barça. Et je pense que Malcolm a comme pris le spot que Lozano aurait pu avoir là. Mais si ça marche pas avec Malcolm, j'aimerais bien voir un jour un autre Mexicain au Barça. Ça serait bien pour lui, pour la sélection. C'est sûr, mais regarde, il y a quel âge? Il y a 22 ans? Ouais. 22 ans, on sait jamais qu'est-ce qui peut arriver dans 4-5 ans. Là. Il peut encore être dans son prime dans 4 ou 5 ans. Mais tu sais, si cette année il fait une saison 15 buts, 15 passes, 18 buts, 18 passes, ça devient intéressant. Là. D'avoir un gars comme ça sur le banc, puis tu sais, il a pas un gros caractère. Tu sais, on s'entend, on sait jamais. Là. Malcolm, je sais pas moi, il fait 12 apparitions, il met 5 buts. Il va pas être titulaire parce qu'il y a Messi Dembélé devant lui. On le vend. On prend un Lozano qui a un peu le même profil, c'est un gars qui va pas chialer sur le banc, mais qui va essayer de mettre des chiffres. Ça pourrait être intéressant. Je sais pas si ça va se faire, mais j'aimerais bien. À suivre. Alright, donc sans plus tarder, on va rejoindre notre ami Sergio pour parler du match Real Sociedad contre le Barça. Donc, nous avons le plaisir d'avoir avec nous aujourd'hui au Blaugrana Podcast notre invité du jour, originaire de San Sebastián au Pays Basque, en Espagne. Notre ami qui est connu sous le nom Twitter de Fou du Foot. Nous avons le plaisir de recevoir Sergio. Bonsoir Sergio. Bonsoir, ça va bien? Ça va bien toi? Oui, ça va bien aussi, oui. Donc, Sergio, comme qu'on a annoncé un peu cette semaine sur nos réseaux sociaux, on t'a invité parce que ce week-end, le Barça faisait face à ton club local, au club que t'as vu évoluer sous tes yeux durant ta jeunesse, la Real Sociedad. Qu'est-ce que tu peux dire sur la Real Sociedad? Ben, la Real Sociedad, moi, c'est ça, mes premiers souvenirs quand j'allais au stade, comme j'ai raconté un peu l'autre jour sur un fil. Mon père, il avait des passes annuelles parce qu'il était politicien. Et c'est ça, et je me rappelle certains souvenirs d'aller voir des matchs vraiment glorieux. Vous avez vu une vidéo aussi, le stade, c'était vraiment un stade petit, environ 15 000, 20 000 personnes. La foule il y avait beaucoup de pression là derrière. Et c'était des souvenirs qu'en 92, ils ont changé parce que là, on est allé à un autre stade. Ils ont mis des pistes d'athlétisme et tout ça. Et l'ambiance a vraiment descendu. Donc, moi, c'est ça, je les ai suivis un peu. Après, comme vous savez, je supporte aussi une autre équipe. mais c'est ça, je les ai suivis quand même. Et même maintenant, je me suis installé ici à Montréal en 2015 et je suis encore leurs nouvelles, les équipes, le nouvel entraîneur qui vient d'arriver. Donc, c'est ça. Je pense que ça va être intéressant la discussion qu'on va avoir aujourd'hui.
j'ai regardé justement le vidéo que tu nous avais envoyé, puis l'ancien stade, c'était quand même intimidant comme atmosphère. Les, les supporters étaient derrière des cages, mais on dirait qu'ils étaient vraiment dans le dos des joueurs. Ils étaient très, très, très proches des joueurs sur le terrain. Oh oui, c'est ça. Comme ben, le vidéo est en espagnol, mais je pense que vous comprenez aussi un peu. Et c'est ça, les personnes âgées qui parlent dans la vidéo des souvenirs du stade, ils parlaient que ça, que les juges de ligne, même les arbitres, ils sentaient vraiment la pression parce que le juge de ligne qui est dans le corner et que les supporters sont à 1 mètre, c'est ça. Et le monde, ben, quand c'était moins contrôlé aussi, les supporters, ben, il y avait des fois que tu jetais des papiers, mais c'est sûr qu'il y avait des insultes et tout ça. Et même, je sais pas si le vidéo vous avez vu quand par le couloir où les joueurs sortent, c'est vraiment petit. Dès que tu sors du couloir, t'accèdes sur le terrain. Donc, non, non, l'ambiance, elle était vraiment bonne. Et comme vous dites, ça avait l'air d'une cage. Le stade était situé aussi dans un quartier, c'était pas le centre-ville non plus, c'était un quartier quand même un peu pauvre, entre guillemets. Donc, c'est ça, ça donnait encore plus l'ambiance d'arriver dans un stade intimidant. Parfait. Puis, qu'est-ce que tu penses justement de ce nouveau stade d'Anoeta? Ben, le nouveau stade à Noëta, ça faisait des années que, parce que le stade en réalité, c'est un stade municipal, donc c'est pas propriété de la Real Sociedad. Je pense que c'est la province et aussi la ville de San Sébastien qui sont les propriétaires. Et ça a été construit en 92 parce que le vieux Atocha, il était rendu très vieux. Et ils ont pensé à faire des pistes d'athlétisme à cause ils voulaient organiser comme des championnats d'Europe d'athlétisme et tout ça, mais ça n'a pas marché et l'ambiance n'était pas là. Donc, ça fait quand même 5 ou 10 ans qu'on parlait un peu des nouveaux projets. L'argent n'était pas là. La crise en Espagne s'était installée aussi 2008-2010. Et là, il y a eu, je pense qu'à cause aussi des nouveaux droits de télévision, beaucoup d'équipes de la partie moyenne de la Liga ont plus de ressources financières. Et là, entre la Real, la mairie et la Diputación, qu'on appelle là-bas, c'est comme un peu le gouvernement de la province. Ben, je trouve qu'ils ont fait vraiment un beau travail parce que ça donne une ambiance vraiment. On a vu dans le vidéo aussi que c'est ça, les pistes d'athlétisme, ça a enlevé toute la pression que le supporter faisait. Absolument. Aussi, dans le changement, il y a aussi également des changements plus importants, comme le changement d'entraîneur aussi. Donc, Ouais. on rentre vraiment dans une nouvelle ère, non, avec la Real Sociedad? Oui, oui, c'est un changement d'entraîneur, mais c'est ça qu'on peut-être vous vous rappelez, Eusebio, que c'était l'ancien joueur du Barça. Il a été en poste pendant, je pense que 2 ou 3 saisons. Il a été mis dehors le mois de février ou mars dernier, parce que les résultats n'accompagnaient pas. Et ça a été un ancien joueur de la Real qui était l'entraîneur de l'équipe B, des jeunes de la Real, et c'est lui qui a pris en charge l'équipe. Pendant quelques mois. Il a eu quand même des bons résultats, mais dès les premiers matchs, on voyait que même lui, il avouait, je pense que ça allait pas être lui qui allait continuer cette saison qui vient de commencer. Ouais. Et la Real, ils ont vu que Garitano, il avait fait quand même au travail à l'Iranais, parce que sur que l'Iranais, ça fait pas beaucoup d'années qu'ils sont en première division. Ils ont quand même bien joué, ils offraient un beau jeu. Et c'est ça, en plus, c'est une personne qui vient du Pays Basque aussi, donc c'est quand même, c'est attirant aussi pour un club du Pays Basque comme le Bilbao ou la Real d'avoir des personnes de la région. Mais pour le moment, c'est sûr qu'il y a eu des nouveaux joueurs, un nouveau système. À Eusebio, c'était plus le monde Barça, contrôle de ballon, possession. Et lui, c'est un peu un changement un peu plus radical c'est un jeu plus vertical, plus direct. Et les joueurs doivent s'habituer à ça. Et les résultats, pour le moment, c'est sûr qu'ils n'ont pas accompagné, mais bon, c'est 4 matchs. Donc, justement, parlons-en. Il y a eu beaucoup de changements durant l'entre-saison. Il y a eu des départs importants. Il y a eu aussi des nouveaux joueurs. Les départs, on va y revenir, mais
parmi les nouveaux joueurs, disons, qui sont emmenés à la Real, c'est qui les joueurs que tu crois qui vont être les plus influents au courant de la saison? Mais moi, je pense que, ben, en tout cas, j'espère selon le nom qu'ils ont déjà, parce que quand même, c'est vrai que Théo, que c'est le défenseur gauche, il vient du Madrid. C'est vrai que l'année dernière, avec Marcelo, ben, évidemment, tu joues très peu et il n'a pas été chanceux parce que les fois qu'il a joué, il n'a pas, il n'a pas performé au moins à une hauteur raisonnable pour rester dans l'équipe. Et là, il vient comme titulaire à la Real, et en espérant qu'il fasse la même saison qu'il avait fait il y a 2 ans à Alaves, l'autre équipe aussi du Pays Basque, il avait vraiment bien performé. Donc là, je pense que c'est un joueur qui devrait reprendre un peu la bonne forme. Et l'autre joueur aussi qui avait eu une bonne saison il y a 2 ou 3 ans, c'était l'ancien du Barça aussi, ça me vient pas le nom maintenant, Sandro. Là, il est venu comme un buteur aussi, parce que Harry Rete, il a pris sa retraite à cause d'une série continuelle de blessures depuis 2015. Et en espérant qu'il reprenne la bonne forme aussi qu'il avait eue à Malaga, Sandro, parce que l'année dernière, ça n'a pas été une bonne saison pour lui. Je pense qu'il a été en Angleterre à Everton. Donc, c'est un peu ces deux personnes, ces deux joueurs-là que je trouve qui devraient, c'est des gars expérimentés déjà, qui devraient mettre plus en valeur et aider aussi les jeunes joueurs de la Real, parce que il faut quand même dire que la Real, l'autre jour, ils ont joué avec 7 joueurs comme on dit en espagnol, de la casa, de traité à Furieta, que c'est un peu comme la Masia à Barcelone. Et je pense qu'ils vont être un bon appui pour les jeunes. Parfait. Maintenant, pour les départs, moi, le départ qui m'a vraiment accroché le plus, disons, c'est un départ qui avait eu lieu en janvier dernier, quand un joueur qui avait déjà été ciblé par le Barça il y a exactement 1 an de ça, Íñigo Martínez, Ouais. a quitté la Real pour aller vers le rival de toujours, l'Athletic de Bilbao. Comment les supporters de la Real ont pris justement ce départ d'Íñigo Martínez? Ben, imagine comment ils l'ont pris, que même le club, la Real Sociedad, a offert aux supporters et aux abonnés qui venaient d'acheter le t-shirt de Íñigo Martínez de se le faire rembourser et de se faire enlever le numéro. Donc, il portait le 6, je pense. Donc, si le club a réagi comme ça, imaginez les supporters. Surtout que lui, il avait fait des commentaires en 2014-2015 qu'il changerait, en espagnol on dit de bando, non? Parce que qu'il changerait jamais mettons, de rue pour aller à l'autre, au club du Pays Basque qu'ils saillissent, même s'ils ont des bonnes relations, les supporters et tout ça, mais c'est vrai qu'il y a une confrontation comme ici peut-être pourrait y avoir entre Montréal et Québec, non, les villes et tout ça, mais là-bas c'est un peu pareil. Il avait dit des commentaires qu'il irait jamais là, que lui il était très bien à Saint-Sébastien, et le pire ça a été que il est parti en plus en payant sa liberté. Comme vous savez, en Espagne, c'est un des rares livres où il y a des clauses de récession. Donc, sa liberté valait 30 millions, dont lui, il est venu le dernier jour avec l'argent que l'Athletic, évidemment, lui avait donné. Et il dit, j'achète ma liberté, je pars. Il n'avait rien dit, il n'a même pas laissé le temps à la Real de réagir un peu dans le marché. En plus, c'est un marché en janvier, donc c'est sûr qu'il y a moins de joueurs disponibles aussi. Donc, c'est sûr que lui, le mot traître, ça, c'est sûr que ça, c'est ça, les supporters de la Real, ils étaient vraiment fâchés. Sinon, un autre départ quand même, en fait, très important, c'était la retraite en fait de Xavi Prieto, qui est un joueur qui est pas du tout connu en fait, sauf si on s'intéresse vraiment à la Liga. Est-ce que tu pourrais nous en parler?
Mais Xavi Prieto, c'est un gars, comment dire, une personne qui a reçu, il avait la qualité. C'est vrai que c'est ça, c'était pas peut-être un joueur physique, mais il avait une technique incroyable. Il a reçu beaucoup d'offres vers 2010-2011 pour partir ailleurs en gagnant plus d'argent. Même l'Athletic aussi a voulu le signer, mais lui, il est resté à la Real. C'est sûr que les directeurs sportifs ont dû mettre aussi un bon salaire pour le retenir, mais finalement, il s'est retiré à la Real. Je pense que la dernière année, il s'est vu que physiquement, il pouvait pas donner plus. Les jeunes, parce que lui, il joue dans la position où Oyarzabal joue, où il peut jouer de l'autre côté avec Juanmi aussi. Donc, c'est sûr que lui, il se voyait pas continuer. Et c'est un joueur qui a été très apprécié par les supporters de la Real. Et vous avez vu aussi dans le vidéo comment il sent encore c'est ça, il était comme un fan dans l'estrade, même avec ses enfants. Et c'est sûr qu'il va continuer à aller voir des matchs. C'est sur moi. En plus, Saint-Sébastien, c'est tellement une petite ville que moi, c'est ça, j'habitais un peu à côté de lui. Tu le voyais souvent dans les parcs avec les enfants. J'ai étudié sa blonde maintenant. Donc, c'est ça, Saint-Sébastien, c'est une petite ville. Donc, presque tout le monde se connaît. C'est un joueur qui se faisait arrêter dans la rue et il parlait tranquillement et tout ça. Cool. Nice. Une autre légende du club, si je peux m'exprimer ainsi, qui est récemment quitté. On lui a rendu hommage au début du match contre le Barça cette fin de semaine. Aguirreche. Oui, lui, c'est ça. Lui, c'est plus comment dire, pour le caractère qu'il avait, il était buteur aussi, donc c'est sûr qu'il a marqué des buts. Mais moi, selon mon point de vue, je le considère un peu moins que Xavi Prieto parce que c'est vrai qu'il a été moins de temps aussi. Et lui, le problème qu'il a eu, c'est qu'en décembre 2015, il a eu vraiment un choc très fort avec Navas, le gardien but du Madrid, lors d'un match à Madrid. Une blessure qu'il a été presque un an sans jouer. Et à partir de 2015, il a eu tout le temps des blessures. Il se récupérait pendant 3 mois. Il revenait, il tombait blessé et tout ça. Et c'est dramatique parce qu'il a été, c'est ça, presque 3 ans à rejouer, à pas jouer. Et là, cet été, il a décidé de laisser son amour parce que lui, c'est sûr qu'il aurait aimé continuer. Il a pas l'âge non plus pour prendre sa retraite parce que je pense qu'il aurait pu jouer encore quelques années. Mais il faut comprendre que des blessures au genou, je pense que si lui, il se sent pas, il sent tout le temps une petite douleur derrière et chaque 3 ou 4 matchs, tu tombes blessé pour 5 ou 6 mois, ben, c'est impossible de prendre le rythme. Mm. Donc, il y a un fait on a un peu soulevé la question tout à l'heure. La Real qui a commencé le match avec, tu m'as dit 7 ou 8 joueurs qui étaient formés à la cantera. Oui, moi je pense que j'ai fait le compte avant. Ça va être plus facile de ceux qui sont pas. Ben c'est ça. Rulli, ben le gardien de but, il est argentin. Après Moreno, le mexicain. Et après devant, ça a été Juanmi. Et on a et Théo. Donc ça, c'est les 4 qui sont pas de la cantera, mais les autres 7, ben c'est ça, c'est Faldoua, c'est Aritz, le défenseur central, tout le milieu de terrain avec Pardo, Yarramendi et tout ça. Et après, c'est Oyarzabal. Donc, c'est quand même une bonne cuvée de joueurs qui font en sorte que la Real doit aller chercher dans le marché quelques joueurs pour compléter son 11. Mais je pense qu'il se débrouille quand même très bien. Parfait. Nous, il y a deux comparaisons qui nous sont venues en tête quand on a vu cette statistique-là que tu nous as emmenée.
Il y a premièrement le fait que le Barça, qui a une réputation justement de faire beaucoup jouer les joueurs de la Masia, dans le match du week-end dernier, il y avait seulement 5 joueurs du Barça dans son 11 qui étaient issus de la Masia. Ouais, Mais sinon, il y a une comparaison qui est encore plus intéressante. Au Pays Basque, le club qui a la réputation de faire jouer beaucoup les joueurs de sa propre cantera, c'est évidemment l'Athletic Bilbao, mais les gens ne réalisent pas que la Real Sociedad a également un système de développement qui est qui est très bien avancé et qui est très efficace également. Comment tu peux expliquer justement ce fait-là que c'est l'Athletic Bilbao qui réussit à avoir cette réputation-là en dépit du succès des autres clubs de la région? mais, mais parce que peut-être l'athlétique, ce qu'ils ont fait, c'est jamais lâcher cette politique. Je m'explique. La Real Sociedad, dans les années fin 80, début 90, jusqu'à cette période-là, ils avaient presque la même politique. À partir des années 80-90, ils ont commencé à signer des joueurs étrangers. Moi, je me rappelle de quelques noms. Peut-être vous, c'est ça, peut-être vous êtes plus jeune et tout ça, mais bon, moi, je me rappelle de l'Irlandais Aldridge, d'Atkinson. Après, il y a eu d'autres joueurs. Donc, eux, ils ont ouvert la politique. Enfin, ils ont continué avec les joueurs de la cantera, mais ils ont quand même signé certains postes qui eux, ils trouvaient que la cantera offrait pas des bonnes performances. Donc, c'est pour ça que peut-être ça, au fur et à mesure, ça fait en sorte que le monde a oublié que la Real, quand même, continue à travailler très bien la cantera. L'athlétique, ce qu'ils font, c'est seulement avec des joueurs basques. Là, on pourrait rentrer dans la polémique. Je ne sais pas s'il y aura des fans de l'athlétique, parce que l'athlétique, en réalité, ils disent que c'est des joueurs qui sont nés au Pays Basque ou ils sont venus très jeunes dans le club et tout ça. Bon, il y a certains cas de joueurs qui viennent de Cantabrie ou de la Rioja. Là, évidemment, tu peux pas le considérer comme le Pays Basque, mais bon, dans le sens, ils travaillent seulement avec des joueurs mettons, de la région et ils ont jamais lâché ça. Donc, c'est vrai que si tu compares, l'athlétique, encore, ils ont eu presque les mêmes résultats que la Real dans les années 80. Ils ont gagné une ou deux ligues comme la Real, mais c'est vrai que même si eux, ils ont continué avec la politique seulement de joueurs basques, ils ont quand même mieux performé que la Real en général. Ils ont joué plusieurs finales de Coupe du Roi, ils ont même gagné une Super Coupe, une coupe, ils ont joué la Champions League aussi. Bon, la Real aussi, il a joué une ou deux années. Mais c'est vrai, si tu les compares, ils ont mieux performé parce ils ont pas lâché cette politique. Donc, c'est pour ça que je peux comprendre que le monde, dans le reste, sauf les fins connaisseurs de la Liga, mais ils doivent trouver que c'est plus l'athlétique qui a une pure politique de joueurs de la région. Parfait. Donc, maintenant, on va parler du match. Ouais. Euh, donc, la Real Sociedad qui recevait le Barça. Et moi, c'est un match que j'ai trouvé qui a commencé de façon assez cocasse. Un but qui est arrivé quand même assez rapidement, puis qui a complètement déboussolé les attentes qu'on avait. Oui, c'est vrai, c'est Anoeta, c'est une forteresse qui est difficile à conquérir pour le Barça, mais on s'attendait pas au but qui est venu de la part de Aritz, issu d'un coup franc et ensuite d'une passe de Héctor Moreno. Ouais, mais c'est sûr que la Real devait jouer un peu ses cartes dans le sens de dire si tu donnes la balle au Barça et tu fais en sorte qu'il contrôle le ballon, mais c'est sûr que tu vas courir derrière le ballon et tu vas te fatiguer dans la Real parce que la tactique mettons de la première mi-temps ça a été plus avoir le contrôle et dire bon mais on va profiter de nos occasions et je sais pas si vous vous êtes rendu compte mais même il n'y a pas beaucoup de protestations lors de ce but. Mais je ne sais pas si vous voyez quand Moreno frappe de la
avec sa tête le ballon et il passe à Harit. Umtiti, il se plaint un peu dans le sens de dire qu'il m'a basculé et tout ça. Et lui, après, il proteste pas beaucoup. Il fait comme des gestes un peu que ça a été faute et ça y est. Je pense que le Barça voulait pas évidemment aller derrière le score de 1-0. Et ça a été plus en deuxième mi-temps avec les changements, parce qu'il faut parler aussi que Valverde, je pense qu'il a pensé un peu au début du match avec son 11 partant il a pensé un peu au match d'aujourd'hui contre le PCUB. Donc, je pense qu'ils se sont réajustés dans la première mi-temps. Absolument. Et pour mettre un peu en contexte, le Barça n'avait pas gagné à Noeta depuis quoi, 9 ans? 9 ans, 10 ans? Mais ils ont gagné l'année dernière. Ouais? Ouais, ils ont gagné la dernière. Bon. Ouais. Valverde est invaincu à Nota. Non, c'est plus, oui, l'année dernière, c'est plus qu'en termes généraux, les 10 dernières années, ça avait été ça avait été dur. C'est vrai que et je peux pas, c'est vrai que c'est un peu, je sais pas comment le dire, c'est pas très compréhensible que le Barça soit pas bon à Anoeta. Je m'explique. Je veux dire, Anoeta, c'était un terrain ou un stade où il n'y avait pas beaucoup de pression. Le gazon, le terrain, il est toujours très bien parce que dans le nord de l'Espagne, en général, il pleut beaucoup et tout ça, donc les terrains sont bons. Normalement, le C'est ça Barça... que tu viens de dire. Pardon, c'est le Rio. Mais Ouais. qu'est-ce que tu viens de dire? Je l'ai calé avant le match. Le fait de jouer ce match-là en septembre au lieu de le jouer en janvier, ça l'a avantagé le Barça. Parce que normalement, ce déplacement à Noeta, dans les années qui ont précédé cette saison, ça arrivait souvent de le jouer en janvier. Puis en janvier, le climat au Pays Basque, c'est justement très pluvieux, très venteux, très froid. C'est ça, et ça avait coïncidé, c'est ça, c'est pluvieux, c'est froid. Normalement, même s'il pleut pas, chaque équipe, quand ils jouent chez eux, ben, ils profitent de leur atout. Donc, même le stade de la Real, quand il pleut pas, ben, il arrose bien, arrosé au début pour que la balle, ben, roule. Le Barça aussi, il aime ça. Donc, ça peut pas dire que quand la Real fait ça, c'est pour un peu contrer le Barça, parce que le Barça, en général, ce que je comprends normalement, quand ils veulent jouer, ils préfèrent jouer à Noeta qu'à Valladolid, par exemple, ou à Eibar, ou à Getafe, où les terrains sont peut-être plus secs. Donc, la Real, oui, ils font ça. Il faut pas oublier aussi non plus que ça coïncidait, je sais pas pourquoi, dans les calendriers, que beaucoup de fois, ça a été en janvier, mais même pas fin janvier, ça a été juste après Noël. Il y a une année que Messi, je pense qu'il était retourné un peu plus tard des vacances de Noël. Il avait été il n'avait pas été dans le 11 partant. Je pense que ça avait été avec Luis Enrique. Il n'avait pas très bien pris. Après, dans la deuxième mi-temps, il est rentré et tout ça. Je pense pas que le Barça a pu remonter ce match-là. Donc, c'était tout le temps des circonstances que la météo n'accompagnait pas et que c'était presque après les vacances de Noël. Donc, c'est ça. Il n'y a pas eu de match pendant 2 ou 3 semaines. Et le Barça, ça, il n'arrive pas prêt au match. Absolument. Et sinon, donc, pour ce match, le Barça qui a finalement gagné 2-1 après avoir perdu 1-0. Le premier but donc, de Harit à la 12e minute et le Barça qui met ses 2 buts en deuxième mi-temps. Luis Suarez à la 63e minute, Dembélé à la 66e minute. 2 buts c'est assez drôle à dire parce qu'en fait, la Real a eu beaucoup plus de chances en première mi-temps, beaucoup plus de chances en début de deuxième mi-temps et le Barça qui met 2 buts sur 2 corners. Un peu drôle. Ça fait quand même bizarre. Je sais pas ce que t'en penses, Mike, de voir le Barça gagner sur 2 corners. Oui, sur 2 corners et avec l'aide du gardien Ouais, aussi. de la Real, parce que surtout dans le premier but, je sais pas comment il sort avec cette lignée-là pour frapper le ballon, parce que finalement, il frappe presque pas le ballon sort rebondi, après Ouais. Suarez marque, et dans le deuxième, carrément, il maîtrise pas où est-ce que le ballon va arriver un peu derrière lui, il sort de sa zone de confort. Donc là, il sait même pas c'est où c'est les poteaux. Donc, même le Barça a marqué, mais avec l'aide et en plus, si vous voyez un peu le match aussi, je veux dire, Rulli, il n'a pas fait des arrêts. Dans le sens que c'est ça, c'est Ter Stegen qui a fait les arrêts. C'est parce que Rulli, à part les 2 erreurs, je veux dire, le Barça n'a pas
c'est ça. Ça a été chanceux, mais bon, c'est dans ces genres de matchs aussi que la Ligue se joue après. C'est dans les terrains comme le Bilbao, la Real, le Valence, le Séville, l'Atlético. C'est ces matchs-là qu'après, à la fin de l'année, le mois d'avril, de mai, tu t'en souviens, j'ai perdu 2 points là, j'ai perdu 1 point là. Mais bon, ils ont été chanceux, moi je trouve, pour ce match-là. Mais bon, ça, ça attend de changer aussi. Ouais, moi, mis à part les buts qui étaient un peu cocasses, là, qu'est-ce que j'ai remarqué aussi, c'est dans notre 11 partant, on avait un milieu qui était un peu étrange. On a aligné les 3 R, mais pas les 3 R de 2002, là. On a aligné Rakitic, Rafinha et Roberto comme milieu de terrain. Puis je trouvais que c'était un milieu de terrain qui avait de la difficulté à connecter, qui n'était pas très, très organisé. Il y avait aussi le fait que Roberto devait beaucoup compenser pour Semedo, qui encore une fois a eu un 45 minutes qui était difficile. Et on dirait justement que le jeu a gagné en créativité quand il est sorti, puis que Sergi Roberto a repris sa place. Et oui, je dis sa place parce que dans mon livre à moi, Sergi Roberto, c'est un arrière droit, ce n'est plus un milieu de terrain. Quand Sergi Roberto a repris sa place d'arrière droit et que Coutinho est rentré, on a vu un autre match, on a vu une autre animation, on a vu un Barça qui était mieux organisé puis qui savait plus où ce qui s'en allait. Oui, les 2 buts ont été cocasses, mais je trouve que ça jouait mieux en deuxième demi. Ouais, Oui. Après, je pense qu'il faut remercier énormément Ter Stegen, hein, parce que on en a parlé en première mi-temps, il fait 1 ou 2 gros arrêts, mais en deuxième mi-temps, juste avant les 2 buts du Barça, la Real a 2 occasions, mais 2 occasions, 2 face à face, là, 2 où tu dois en marquer au moins un des 2, si c'est pas les 2. Et Ter Stegen sauve ces 2 buts-là. Donc oui, je pense que les entrées étaient bonnes, mais Ter Stegen, il y a un gros mot à dire sur ce match-là. Oui, c'est sûr. Et là, c'est surtout les médias catalans et tout ça, ou même sur Twitter, t'entends du monde que c'est trop tôt pour faire les rotations, Valverde, pourquoi il a fait ça et tout ça. Mais ça aurait tellement changé comment dire, l'analyse du match, comme tu dis, si Ter Stegen n'arrête pas ces 2 buts-là, on se plante en 2 ou 3 euros. Je sais pas si les changements aurait été si décisif, parce qu'évidemment, avec 2 ou 3-0, mais là, le match change. Et on parlerait d'un autre résultat, d'une autre ambiance dans le Barça, tellement différente, parce que c'est sûr que les médias se seraient demandé, mais voyons, on va regarder comment est-ce qu'il fait des jeux de rotation et tout ça. Mais c'est vrai que, comme Alec disait, c'était rentrer dans le 11 normal. Je veux dire, pour moi aussi, Sergi Roberto, c'est défenseur droit. Tu rentres Busquets et et tu fais rentrer Coutinho. Parce que moi, je veux dire, si, comme tu parlais des 3 verts, moi, entre Rafinha, Rakitic et Roberto, si tu veux connecter avec l'attaque, c'est quel joueur des 3, c'est celui qui voit lien? Moi, selon ce que je peux voir, ça serait peut-être plus, je sais pas, hein, c'est mon point de vue, c'est plus Rakitic, parce que moi, Rafinha, c'est un joueur que je trouve que, pour moi, hein, il est plus valoré, entre guillemets, de ce qu'il offre dans les performances. Pour moi aussi, c'est compliqué, parce qu'évidemment, Rafinha, il joue peu. Il a dû sortir du Barça, il revient, et c'est comme si chaque fois qu'il jouait 15 ou 20 minutes ou il était partant de match, il devrait performer comme ceux qui jouent tout le temps. Je comprends aussi que c'est compliqué, non, de faire ça. Mais ce milieu de terrain avec ces trois-là, qui jouait le rôle de Busquets, par exemple? C'est Rakitic. Rakitic, mais moi, Rakitic, le rôle de Busquets, pour moi, je veux dire, c'est comme trop lui, je sais pas, pour moi, c'est comme trop lui demander, je sais pas. Là, on pourrait parler peut-être de pourquoi Arthur, il joue très peu pour le moment. Je sais pas si c'est qu'il le voit pas encore pour des matchs un peu plus sérieux, mais je sais pas. Pour moi, Rakitic, c'est pas le joueur qui est comme le pivot comme ça défensif qui joue le rôle de Busquets. Mais bon, ça c'est des points de vue.
Mais bon, Avant de se quitter, on va faire rapidement les tops, les flops et les moments marquants. Donc, je vais laisser Alec commencer. Comme je disais tantôt, moi, mon top, donc mon joueur du match, c'est Ter Stegen, en fait. Je pense qu'il a sauvé le match, un peu comme, bon, Sergio l'a dit aussi, là. Ces 2-3 arrêts, je pense que ça change la face du match. Mon flop, c'est Semedo. Encore une fois, il y a une chance de prendre sa place. Et tu sais, son concurrent direct, c'est Sergi Roberto, un milieu de terrain qui le concurrence comme latéral droit. Il devrait prendre cette place-là. Et encore une fois, il se fait sortir à la mi-temps et encore une fois, le Barça renverse le match après sa sortie. Et mon moment marquant, en fait, je vais revenir avec Ter Stegen, mais j'ai vraiment envie de mettre de l'emphase sur lui. C'est 2 arrêts, comme j'ai dit, entre la 50e et la 60e, 2 face à face. Ça change le match. Le Barça commence à y croire. Le Barça se crée des chances, oui, avec de la chance, mais faut les créer. Mais je suis persuadé que sans les arrêts de Ter Stegen, aucun de ces 2 buts-là arrive. Bon, moi, je vais y aller avec les miens. Mon top, pareil comme toi, Ter Stegen, qui est absolument impérial. On parle pas du même résultat si Ter Stegen ne sauve pas la vie au moins à 4 ou 5 reprises au minimum. Il est absolument décisif, puis je pense que les 3 points, on les doit à lui carrément. Mon flop, comme tu as dit, c'est Semedo, encore une fois, qui réussit pas à s'imposer et qui laisse notre solution de rechange s'imposer de plus en plus comme un titulaire indiscutable au poste d'arrière droit. Et mon moment marquant, c'est l'arrêt de Ter Stegen sur Théo Hernandez en fin de match, qui aurait pu au moins donner un match nul à la Real, mais Ter Stegen qui nous sauve les 3 points et qui nous permet de quitter Anoeta encore invaincu et encore en tête de la Liga, et combiné au fait que le Real Madrid et Atlético Madrid ont tous les 2 fait match nul dans leurs matchs respectifs. Ouais, et il faut dire quel début de saison pour Atlético. Ça serait pour un autre podcast. Effectivement. Ouais. Et toi, bon, mais pour moi, vous me donnez pas beaucoup de choix parce que vous avez déjà. Je veux dire, c'est sûr que c'est ça, Ter Stegen comme le joueur clé parce que je sais pas si vous vous rappelez, en plus les 2 arrêts, c'est comme il garde tellement bien sa position dans le premier, c'est un face à face. Presque un tir de penalty que ça normalement je trouve que oui c'est un bon arrêt. Là je trouve que c'est comme un peu les penalties. Si tu rates ça, c'est un peu aussi un peu manque de finesse du buteur parce que c'est quand même donné. Et l'autre qui s'échappe par la gauche, il fait très bien parce que je sais pas si vous avez le jeu en tête, le joueur qui attaque par la gauche, au lieu de se faufiler un peu vers la droite pour avoir plus d'angle, il continue avec son pied gauche et finalement il frappe la balle avec le tir avec le pied gauche. Donc Ter Stegen, il s'est donné un peu plus de chance aussi de l'arrêter parce que il n'a pas bougé trop et ça fait en sorte que le joueur il n'a pas pu s'aligner un peu plus vers le centre pour prendre plus d'angle. Donc, c'est ça, Ter Stegen, comme l'année dernière, il a sauvé beaucoup de matchs. Le flop, un peu, oui, vous parlez de Semedo, évidemment. Je veux dire, Semedo, il n'a pas bien joué, on voit qu'il rate certaines opportunités, mais moi aussi, je ne mettrais peut-être pas à la même hauteur, mais ça a été quand même un peu décevant, même Messi, en tout cas, il a pas apparu comme supposément il devrait apparaître. Et Suarez, même s'il a marqué un but, je trouve que évidemment je pense que la compétence en plus de buteur, elle est presque nulle. Mais je veux dire, tout le temps en train de protester, tout le temps en train de... C'est ça, je veux dire, je pense qu'il va changer, mais bon, je pense pas qu'il va changer non plus, c'est son caractère. Mais c'est ça, je pense qu'on doit lui demander un peu plus parce que les matchs plus durs vont arriver et il va devoir se concentrer plus sur le jeu, élaborer le jeu, que être tout le temps en train de protester avec le signal du VAR et tout ça. Mais bon, hein, c'est pas le même niveau qu'avec Semedo, mais c'est vrai que ces 2 joueurs, on pourrait attendre plus et quand même, ils ont pas été là.
Et comme vous dites, le moment marquant, à part un peu vous avez parlé du match, le moment, ça serait plus l'ovation que il a eu au début aussi. Mais comme point marquant du match aussi, c'est un des deux arrêts de Ter Stegen, que ça fait en sorte que que la Real s'est pas échappé dans le score et ils ont continué à 1-0. Parfait. Écoute, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et d'avoir contribué à cette émission-là, Sergio. C'est toujours plaisant de recevoir avec nous des membres du Cannes Football Club, des gens qui nous écoutent et qui participent beaucoup avec nous sur les réseaux sociaux. Donc, merci encore une fois. Merci de nous avoir fait découvrir un peu plus la Real Sociedad, comme on disait, qui est pas un club qui est très, très médiatisé, mais qui est quand même un club historique de la Liga. Ouais, c'est, comme tu dis, historique. Je me rappelais que c'est la Real Sociedad, ils ont quand même joué en deuxième division. C'est pas comme les trois clubs historiques, Athletic, Madrid et Barça qui ont joué tout le temps en première division, mais c'est un des 10 clubs qui a fondé la Liga. Donc, c'est quand même, comme tu dis, un club historique. Bon point. Donc, merci encore à toi. Merci à Alec d'avoir fait partie une fois plus de cette émission. Et à vous, chers auditeurs, on vous dit à la semaine prochaine. Ciao. Ciao, au revoir.